guilty of being a traitor. Acaba de ser declarado culpable Genaro García Luna, el narcotraficante que estuvo al mando de la Secretaría de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Et oui, coupable, il a finalement été déclaré coupable, il va prendre lourd et c'est un véritable coup de théâtre et un sacré coup porté au gouvernement qui trempe dans le narcotrafic. Parce que là on parle d'un type qui était ministre de l'Intérieur, donc supposé combattre les narcotrafiquants, et qui s'est révélé être la pièce maîtresse du cartel de Sinaloa et le meilleur allié du Chapo Guzman. Son nom, c'est Genaro García Luna, ça vous dit certainement rien là comme ça, mais il est impliqué dans le trafic de drogue, dans des histoires d'enlèvement, de trafic d'armes, dans l'affaire Florence Cassez et j'en passe. Bref, le type est un champion de la décadence. Allez, on en parle. Grandeur. Et décadence. Alors, même si elle est abominable de violence, la géopolitique des cartels mexicains n'en est pas moins fascinante. Et quand des membres du gouvernement prennent place sur l'échiquier, il semblerait parfois, peut-être souvent, se positionner du mauvais côté. Et c'est justement ce qui était reproché à l'ancien chef de la police mexicaine, Genaro García Luna, qui vient d'être condamné par un tribunal états-unien pour collusion avec les narcotrafiquants qu'il était supposé combattre. Donc on va d'abord faire un petit retour sur le personnage pour bien comprendre de qui il s'agit. Alors pendant plus de 10 ans, Genaro García Luna a incarné le visage mexicain de la lutte contre le narcotrafic, et notamment contre le groupement criminel le plus puissant et organisé, le cartel de Sinaloa de Joaquín El Chapo Guzman. Donc il a d'abord été directeur de l'Agence fédérale d'investigation, AFI, c'est l'équivalent en gros du FBI mexicain, voilà. De 2001 à 2006, sous la présidence de Vicente Fox du parti Action Nationale, donc c'est le PAN qui est situé à droite, avant d'être nommé secrétaire de sécurité publique dans le gouvernement de Felipe Calderón, du PAN également d'ailleurs, de 2006 à 2012, donc en gros durant l'intégralité du mandat de ce président. Concrètement, son rôle était similaire à celui du ministre de l'Intérieur en France. Alors nous Français, comme les Mexicains d'ailleurs, on se souvient forcément de l'affaire Florence Cassez en 2005 et de la fameuse fausse arrestation qui avait été montée de toutes pièces par les autorités mexicaines de l'époque pour pouvoir être filmée et faire un coup de com', en gros. Alors il faut savoir, parce que maintenant, en France, on s'est plus ou moins désintéressé de cette affaire, mais à cause de ce scandale, de la fausse arrestation donc, la vérité n'a jamais pu être établie. Alors, même si Florence Cassez a été libérée en 2013, son ex-compagnon, lui, Israel Vallarta, est derrière les barreaux depuis 18 ans sans jamais avoir été déclaré coupable. Un homme de communication qu'il était, c'est Genaro García Luna qui avait imaginé et mis en scène le simulacre d'arrestation. Alors après ça, fraîchement élu président en 2006, Felipe Calderón déclare la guerre aux narcotrafiquants et l'architecte de la nouvelle doctrine, donc c'est une doctrine qui prône tout simplement la violence comme réponse à la violence, n'est autre que Genaro García Luna lui-même. Il est alors nommé ministre de l'Intérieur, donc chef de la police. Le bilan est terrible. Plus de 100 000 morts et 22 000 disparus pour des résultats nuls, voire jugés contre-productifs. Alors il faut aussi savoir que l'ancien ministre fait également l'objet d'un mandat d'arrêt au Mexique pour son implication dans l'affaire Fast and Furious. Alors ça, c'est une histoire de dingue qui méritera d'ailleurs certainement une émission à part entière un de ces jours, mais en gros, c'est une opération du bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, si mes souvenirs sont bons. Donc un bureau états-unien, de la police états-unienne, en coopération avec les autorités mexicaines, qui s'est soldé par le fiasco le plus total et la distribution par les États-Unis au cartel mexicain de milliers d'armes lourdes qui continuent d'assassiner aujourd'hui, tant au sud qu'au nord du Rio Bravo. D'ailleurs, l'une des dernières fusillades de masse aux États-Unis a été opérée justement avec l'une des armes de cette opération Fast and Furious. Ensuite, à la fin du mandat de son président, García Luna va s'exiler immédiatement aux États-Unis où il vivra tranquillement pendant plusieurs années avant d'être arrêté le 9 décembre 2019 à Dallas par la police états-unienne et placé en détention dans l'attente de son procès qui s'est terminé le 22 février 2023. Mais alors, qu'est-ce qui était vraiment reproché à Genaro García Luna ? Il devait faire face à 5 chefs d'accusation aux États-Unis, dont conspiration pour distribuer de la cocaïne, c'est déjà pas rien,
conspiration pour distribuer et posséder sciemment de la cocaïne, conspiration pour importer de la cocaïne et fausse déclaration aux agents du service des douanes et de l'immigration des États-Unis. Donc concrètement, les procureurs affirmaient qu'en échange de pots de vin multimillionnaires, Garcia Luna aurait permis au cartel de Sinaloa d'opérer en toute impunité au Mexique et aurait facilité l'exportation de leur drogue aux États-Unis en endiguant tout simplement l'intervention des forces de l'ordre. Il aurait même mené, avec la puissance publique dont il disposait, des attaques contre des cartels rivaux pour renforcer la domination du Chapo Guzman. Alors là, il faut quand même faire une pause pour bien se figurer de quoi on est en train de parler. En gros, le Chapo disait à Garcia Luna qu'un cartel leur faisait de l'ombre dans une région donnée et qu'il voulait le faire tomber. Et bien le ministre de l'Intérieur mettait à la disposition du cartel de Sinaloa des effectifs, donc des policiers, pour aller attaquer cet autre cartel. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire assassiner les membres du cartel, voler leur cargaison de drogue, probablement leur argent, brûler leurs bâtiments, parfois attaquer leur famille, bref, des méthodes de criminels, il n'y a pas d'autre mot, appliquées par la police. Alors, Genaro Garcia Luna, évidemment, se disait innocent. Et ça a pris du temps au juré, plusieurs jours de délibération après le procès. Mais il a quand même fini par être déclaré coupable à l'unanimité par le jury populaire de tous les chefs d'accusation. Et il risque une peine allant de 20 ans de prison à la perpétuité. Une peine qu'on ne connaît pas encore à l'heure où on enregistre l'émission, mais qui sera bientôt révélé. Donc le premier témoin appelé à la barre par le ministère public, c'est Sergio El Grande, le grand. Villarreal Barragan. Ouais, les narcos aiment beaucoup les surnoms, ils en ont quasiment tous. C'est donc un ancien membre du cartel de Sinaloa et il a répété à plusieurs reprises que sans son aide, donc de Genaro Garcia Luna, il aurait été impossible au cartel de croître autant. Et puis il détaille et il explique que de nombreuses fois, il aurait accompagné son chef, Arturo Beltrán Leiva, à des rendez-vous avec Garcia Luna pour remettre à ce dernier des paiements mensuels, tenez-vous bien, de près d'1,5 million de dollars pour qu'il protège les affaires du cartel. Mensuel, 1,5 million de dollars mensuel. Il raconte ensuite qu'un jour, lui et son équipe auraient intercepté 2 tonnes de cocaïne qui appartenaient au cartel rival du Golfe et qu'ils ont agi conformément à ce qu'il appelle leur accord avec la FI, donc l'équivalent mexicain du FBI, dirigé par Garcia Luna à l'époque. Et cet accord, c'est le fameux 50-50, c'est-à-dire la moitié pour le cartel de Sinaloa et l'autre moitié pour Garcia Luna. Et ils auraient donc remis en main propre à l'homme politique entre 14 et 16 millions de dollars. Alors, selon El Grande, en échange de ces pots de vin, l'accusé les aidait à contrôler leur territoire et à éliminer leurs rivaux. Concrètement, ça signifie qu'il donnait des informations sur les opérations de police prévues, il aidait en sélectionnant les agents des forces de l'ordre mexicains en poste ou en les retirant, si pas assez corrompus j'imagine, et il fournissait des informations pour frapper les rivaux du Chapo. Il ajoute enfin que Garcia Luna informait le cartel également quand des opérations étaient planifiées par des services de renseignement étrangers. Donc en plus de pourrir le travail de la police mexicaine, il ruinait aussi toutes les possibilités des États-Unis via la DEA ou autre. Alors ensuite, plein de témoins se sont succédés. D'autres membres du cartel, des hommes politiques, et je ne vais pas tous les passer en revue, ce serait long et inutile parce que en gros, ils confirment à peu près tous la même chose. Garcia Luna a reçu des millions de dollars par-ci, des dizaines de millions de dollars par-là, et il était, en gros, corrompu jusqu'à la moelle pour protéger et enrichir le cartel de Sinaloa. Alors, bien entendu, Garcia Luna se disait innocent, mais, chose surprenante quand même, il a refusé de passer à la barre tout au long du procès, c'est-à-dire qu'il est resté silencieux pendant toutes les semaines qu'ont duré le procès. Mais son avocat jugeait que les témoignages recueillis n'étaient pas crédibles parce qu'ils émanaient de délinquants qui, selon lui, inventaient toutes ces histoires pour se venger de la lutte féroce, j'imagine, de Garcia Luna en échange de réduction de peine, concrètement. Mais bon, j'ai quand même envie de dire que les témoignages instructifs, les témoignages utiles proviennent rarement de gens tout blancs. C'est la plupart du temps des complices qui font tomber les gros poissons par leurs témoignages, tout simplement parce que eux savent réellement ce qui s'est passé, eux étaient présents. Alors, en plus, concernant El Grande, lui, il a déjà purgé sa peine. Du coup, la défense vraiment faiblarde de base est tombée assez rapidement. Il faut quand même mentionner que même s'il a purgé sa peine, El Grande fait une demande aux États-Unis de citoyenneté parce que son épouse et sa fille ont la nationalité états-unienne et du coup, il voudrait vivre là-bas. Donc c'est quand même un élément
à garder en tête. Mais je voudrais revenir sur un élément dingue, peut-être le plus dingue dans cette histoire. Parce qu'on imagine que les narcos déplacent leur drogue via les fameux tunnels sous la frontière du Chapo ou discrètement de nuit dans des petits bateaux. Mais en fait, pas du tout. À l'époque de Garcia Luna, ils utilisaient tout simplement l'aéroport international de Mexico. Alors, concrètement, un membre du cartel, généralement un des frères Zambada, qui avait une ligne directe de communication avec les policiers fédéraux en poste à l'aéroport, eh ben, il n'avait qu'à mentionner un code, 4535 de mémoire, ce sera vérifié, mais peu importe. Et donc, ce code 4535, exécuté immédiatement par les policiers fédéraux, signifiait tout simplement qu'ils devaient arrêter de bosser pendant 1 heure ou 2. Pendant ce temps, un avion, souvent en provenance de Colombie ou en direction des États-Unis ou de l'Europe, chargé de cocaïne évidemment, atterrissait et les narcos, ou plutôt leurs mules là en l'occurrence, passaient tous les filtres sans être inquiétés puisque la police était en pause imposée par le cartel. Et alors, ça a mené à des situations proprement ahurissantes. En gros, un jour, le cartel du Pacifique se sépare, donc il y avait des tensions et il y a une sorte de schisme entre la famille Beltrán Leiva d'un côté et la famille du Chapo Guzmán de l'autre. Et puis arrive une cargaison de cocaïne à l'aéroport. Mais du coup, les policiers fédéraux en place, ils ne savaient pas trop à qui ils devaient allégeance. Et surtout, ils n'étaient pas d'accord. Ça discute, le ton monte, et boum, ils échangent des coups de feu entre policiers en plein milieu de l'aéroport. C'est-à-dire là où vous et moi, si on part en vacances au Mexique, on pourrait se trouver. Bilan, 3 flics assassinés. Bon alors évidemment, Garcia Luna et ses complices affirment que les fédéraux ont bien fait leur boulot, ils ont découvert des policiers corrompus par les cartels, ils ont ouvert le feu et assassiné des policiers narcotrafiquants. Sauf qu'après ce procès, on comprend bien qu'en réalité, il s'agissait de 2 cartels qui s'affrontaient à travers la police fédérale. Je trouve ça complètement ouf. Mais au moins, ça a le mérite de nous donner une idée des enjeux pour que les flics mettent leur vie en danger pour protéger la drogue de tel ou tel cartel. Le jeu doit en valoir la chandelle. Et justement, pour se faire une idée du niveau de corruption, des volumes dont on parle, alors, concernant la drogue, on parle de milliers de tonnes pour le compte de Garcia Luna. Mais nous, citoyens lambda, ce qui nous parle, c'est plutôt des montants. Alors, c'est pas très clair pour le moment, mais il y a des éléments qui nous guident. Les autorités mexicaines viennent par exemple de poser un recours face à la justice de Floride, puisque Garcia Luna vivait à Miami. Et donc, au titre de l'argent de Garcia Luna, le Mexique réclame la restitution de, tenez-vous bien de nouveau, plus de 740 millions de dollars. C'est 3/4 de milliard. Et c'est peut-être juste la pointe émergée de l'iceberg. On ne sait pas combien d'argent est caché dans les paradis fiscaux ou ailleurs d'ailleurs. Mais en tout cas, on comprend mieux comment le Chapo Guzmán, épaulé par Genaro Garcia Luna, s'est retrouvé dans la fameuse liste du magazine Forbes comme l'un des hommes les plus riches de la planète. Et donc, si Garcia Luna a refusé de témoigner, la défense avait quand même trouvé un témoin, l'épouse de l'accusé, tout simplement, qui a affirmé que cette fortune gigantesque avait été accumulée grâce à des crédits bancaires et à des tandas. Alors les tandas au Mexique, c'est, pour faire simple, on se prête de l'argent entre amis. C'est l'équivalent des tontines pour ceux qui connaissent le concept. Bien entendu, c'était pas très convaincant, ça n'a pas convaincu les jurés et Garcia Luna a été déclaré coupable de tous les chefs d'accusation à l'unanimité. Donc c'est bien, c'est très bien même. Un ministre corrompu, très haut placé, a été condamné et très lourdement en plus. C'est une première au Mexique, peut-être une première dans le monde, je sais pas trop, faudrait vérifier, mais c'est possible. Mais après ce procès, toute l'Amérique, le continent entier, le monde devrait se tourner d'ailleurs, vers le patron de Garcia Luna, celui qui l'a mis à ce poste, Felipe Calderón, président du Mexique de 2006 à 2012. Parce que tous les observateurs, moi compris, on se demande, est-ce possible qu'il n'ait été au courant de rien? Ou est-ce qu'il était lui aussi complice? Alors pour l'instant, on ne sait pas. Mais quand même, l'un des autres témoins clés de ce procès, c'était Edgar Veitia. Edgar Veitia, c'est l'ancien procureur général de l'État de Nayarit, donc un État mexicain. Alors, il a été condamné en 2019 à 20 ans de réclusion pour trafic de drogue, mais il a quand même déclaré quelque chose qui pourrait être extrêmement important par la suite. Donc, selon son témoignage, l'ancien gouverneur de son État, donc à l'époque où lui était procureur, en 2011, lui aurait dit, en sortant d'une réunion avec Garcia Luna et avec Felipe Calderón, président de la République, la ligne 1 est celle Chapo, ce qui signifie la ligne à suivre, c'est le Chapo. Sous-entendu que le cartel du Chapo, le cartel de Sinaloa, est celui qu'il faut épauler. C'est violent et c'est inquiétant pour l'ancien président. Donc si les dominos continuent de tomber,
Le Chapo, le plus grand narcotrafiquant de tous les temps, est tombé. Le ministre de l'Intérieur, qui lui a permis de fonder son empire, Garcia Luna, est tombé. C'est peut-être au tour de Felipe Calderón. Parce que même si condamner lourdement un ministre, c'est fort, le signal envoyé avec la condamnation d'un président de la République, ce serait encore d'un autre niveau. Et peut-être que ça ferait réfléchir à 2 fois les politiques mexicains. Et je dis mexicains parce que c'est le thème du jour, c'est une terre de corruption tristement célèbre, mais c'est loin d'être un cas isolé. Donc peut-être que les politiques mettraient moins facilement les mains dans le pot de confiture. Parce qu'il faut quand même comprendre que cette situation fait vivre un véritable enfer aux Mexicains. C'est presque une guerre civile. Pour comprendre l'ampleur des dégâts, pendant que certains politiques et les narcotrafiquants s'en mettent plein les poches, il y a en moyenne 80 assassinats par jour au Mexique. Ça fait presque 30 000 par an. En France, de mémoire, on est à moins de 1000 assassinats par an. C'est déjà beaucoup, mais on est loin des chiffres mexicains. Alors attention, si vous avez prévu des vacances au Mexique, pas d'inquiétude, j'y vais souvent moi-même et on ressent pas du tout cette insécurité. En tant que touriste, en tout cas, tout se passe bien et on ne voit rien. Par contre, pour les Mexicains, surtout ceux qui vivent dans certaines régions, notamment au nord, même si c'est en train de se diffuser de plus en plus dans le reste du pays, la situation est dramatique et profondément dangereuse. Alors, étrangement, Calderón s'est aussi exilé. Exilé, attention, on respecte la présomption d'innocence, c'est important, et je rappelle que pour le moment, Felipe Calderón est accusé de rien du tout et encore moins coupable. Mais toujours est-il qu'il vit en Espagne. Alors lui, il s'est d'ailleurs totalement désolidarisé de son ministre immédiatement après qu'il soit déclaré coupable. Mais il l'a quand même défendu pendant des années, parce que ça fait vraiment longtemps que ça dure cette histoire de Garcia Luna. Il y avait beaucoup de soupçons, il a fallu que la police américaine l'arrête et qu'il soit jugé pour qu'on en tire vraiment des conclusions. Alors tiens, tant qu'on parle de ça, donc comme on vient de le dire, Felipe Calderón s'est désolidarisé de Genaro Garcia Luna après sa condamnation, mais c'est pas tout. Le parti, donc le Parti Action Nationale, le PAN, s'est évidemment désolidarisé de Genaro Garcia Luna, mais ils sont aussi en train de complètement lâcher Felipe Calderón. Et petite parenthèse supplémentaire ici, alors bizarrement, Calderón vit en Espagne, mais son épouse vit au Mexique. Et elle est députée, je ne me rappelle plus de son nom, j'ai perdu son nom, il faudra vérifier. Mais donc l'épouse de Calderón est députée mexicaine, donc elle siège à l'Assemblée nationale. Et bien depuis la condamnation de Genaro Garcia Luna, elle n'a jamais remis les pieds au travail. Elle n'est jamais revenue à l'Assemblée nationale. Ça sent le roussi pour Felipe Calderón. Bref, ce qu'on se demande tous, c'est si ce juge, Brian Cogan, donc c'est le même qui a fait tomber le Chapo, qui a fait tomber Garcia Luna, voudra et pourra continuer ses investigations et qui sait, peut-être oser demander l'extradition de Felipe Calderón à l'Espagne. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour du sujet du jour. Avant de vous laisser, je vous recommande tout de même, si vous voulez en savoir plus, la fameuse série Narcos Mexico, super bien faite, très agréable à regarder. Et aussi, même si la qualité est quand même un peu moins bonne, on en apprend aussi pas mal dans la série El Chapo, tout simplement. Il est temps pour moi de vous laisser sur une citation qui semble parfaitement convenir au personnage du jour. Donc, une citation de Booba et Ali, à l'époque de Lunatic, dans leur son mythique, Le crime paie. Vous vous rappellerez certainement de ce son, et ça dit ça. Seul le crime paie, aucun remords pour mes péchés. Tu me connais, je suis assez bestial pour de la monnaie. Ne manque manier la scie pour des billets. Si t'entendais, seul le crime paie. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, et moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. Ciao. Grande.